On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Ce n'est pas tous les jours qu'une entreprise de Saint-Jean contracte un contrat de 3,7 milliards de dollars sur 20 ans avec la Défense nationale. On parle de Logistique Unicorp. On les reçoit dans quelques instants. Mais tout d'abord, parlons de transport, l'arrivée du REM. Est-ce qu'on doit maintenir ou non la 96 vers Montréal? Parlons de transport. Ici même, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, parlons particulièrement de la traditionnelle 96 qui fait le lien entre Saint-Jean et Montréal. Parlons aussi du REM qui va finir par arriver. Bon, c'est reporté, mais ça va quand même être en opération dans la prochaine année. Est-ce que ça va changer nos habitudes et l'utilisation qu'on fait actuellement de l'autobus? Bref, il y a beaucoup de questions en ce moment et ultimement, il y a du monde qui paye aussi. On est tous des payeurs de taxes et le transport, évidemment, c'est hautement subventionné. Bref, on va tenter de faire le tour de la question avec Stéphane Lefebvre, qui est chef de division transport à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Fait plaisir. Quand on voit le REM, bon, c'est reporté, là, mais ultimement, le REM va être en fonction probablement quelque part au printemps. En quoi ça vient changer ou ne pas changer ou changer à court terme nos habitudes et ou le maintien de la 96? Bref, vous devez faire des recommandations aux élus là-dessus. Quand vous regardez tous les enjeux liés à l'arrivée du REM, comment voyez-vous l'avenir de la 96? Bien, écoutez, nous, cette question-là, on se la pose depuis le tout début de l'annonce, si on veut, du REM. Le cheminement qu'on a fait, c'était vraiment d'aller consulter, si on veut, les Joannais sur cette question-là, parce que c'est ces gens-là qui l'utilisent à tous les jours. Donc, on était sur une forme de sondage en 2021 pour connaître un petit peu c'était quoi, dans le fond, les questionnements ou les intérêts des gens. Et on constate que vraiment, le REM, oui, c'est un élément quand même intéressant, mais les gens nous répondent que pour eux, ce qui est important, c'est l'efficience en transport. L'efficience et aussi la tarification. Donc, quand on a eu, dans le fond, ces données-là, on s'est penché là, sur la question, on s'est entouré d'experts. Et ce qu'on peut se rendre compte, c'est que à court terme, dans le fond, au niveau de l'efficience pour l'usager, bien, c'est sûr et certain que le lien de partir directement du terminus Saint-Jean puis de se rendre à Montréal, c'est sûr et certain que l'usager, pour lui, c'est intéressant parce qu'il embarque, dans le fond, à un point d'origine, il s'en va à un point de destination. Mais la question du transfert, dans le fond, c'est l'élément, en quelque sorte, là, que l'usager nous a rapporté, de dire, bien, écoutez, moi, dans mon transport, ça va avoir une certaine perte d'efficience. Donc, on a tenu compte de cet élément-là. Et l'autre élément, c'est l'aspect tarifaire. C'est que pour l'usager, dans le fond, il y a à ce moment-là deux titres de transport à s'acheter. Il y a le titre, dans le fond, de Saint-Jean, mais rendu en destination du REM, il y a un autre titre à acheter. Donc, il y a une augmentation, si on veut, pour l'usager. Moi, c'est souvent la question que j'ai posée, entre autres, aux députés Lemieux et Roberge, parce que, bon, initialement, le gouvernement, il y a 4 ans, avait promis que le REM allait se prolonger à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Finalement, après étude, le député lui-même a dit ici, en entrevue, que c'était une fausse bonne idée, que ça coûtait trop cher pour le nombre de personnes qui auraient pu l'utiliser. Bon, peut-être que oui. Mais la deuxième question qui vient avec ça, moi-même qui ai déjà utilisé la 96 dans ma vie, je me dis, bon, deux choses l'une. Soit que je prends un bus qui part de Saint-Jean, qui m'amène au 10-30, puis là, au 10-30, je fais un transfert, puis j'embarque dans le REM, ou sinon, je prends mon auto, puis je m'en vais à Brossard avec au 10-30. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Il y a un questionnement. Ou, troisième option, je garde la 96, j'embarque au terminus, puis je me rends au mille de la Gauchetière. Mais ultimement, avec l'arrivée du REM, est-ce qu'on va avoir le droit de circuler avec les autobus sur le pont Champlain? Écoutez, nous, cet élément-là, on l'a vérifié auprès de l'autorité, l'ARTM, l'Autorité régionale des transports. On a validé cet élément-là. Ce qu'on nous confirme, c'est que oui, on va pouvoir, dans le fond, circuler là, avec les autobus là, sur le nouveau pont. Donc, ça, c'est un élément. Ensuite de ça, nous avons également pris une entente avec l'ARTM pour accéder au terminus centre-ville. Parce que c'est un équipement également là, qui ne nous appartient pas. Donc, effectivement, on a eu une confirmation comme quoi qu'on va pouvoir maintenir, si on veut, l'utilisation de nos quais. Une chose que je veux peut-être souligner, c'est que vous savez, actuellement, le REM, dans ce qu'on parle, on est vraiment dans une phase, là. Donc, ça veut dire qu'on est dans la phase qui va avoir un transport du REM qui va être développé entre Brossard et Montréal. Donc, vraiment, dans un échéancier court terme, là, c'est ça le tronçon, dans le fond, là, qu'on vient implanter au niveau du REM. Par la suite,
dans les années futures, vers la fin 2024, il va y avoir, dans le fond, un déploiement du REM qui va être sur l'ensemble, dans le fond, de la région de Montréal. Et ça va devenir une question intéressante parce que nous aurons des nouveaux pôles, dans le fond, de destination à la clientèle. Mais dans ce cas-ci, dans l'étude qu'on a fait, dans le fond, dans la partie qu'on connaît, c'est que le tronçon, dans le fond, entre Brossard et puis Montréal, bien, à ce moment-là, l'usager en tant que tel de Saint-Jean n'a pas vraiment d'avantage là, à court terme. Je disais tantôt, évidemment, que le transport collectif, c'est quelque chose qui est subventionné dans la société. Même si les gens paient des titres de transport, la majorité des sources de revenus, ça vient de nos taxes, évidemment, ici à Saint-Jean au niveau municipal. On le sait, la ville de Saint-Jean, actuellement, ne fait pas encore partie de la CMM, Communauté métropolitaine. Bon. Là, est-ce que nous, Saint-Jean, on est quand même... Est-ce qu'on doit quand même payer notre quote-part du REM pareil? Est-ce qu'on est quand même obligé de payer? Bien, dans la structure actuelle, le seul élément qui serait un coût, dans le fond, pour Saint-Jean, c'est l'utilisation, dans le fond, des quais, si on veut, là, au terminal. Là. Mais on n'a pas, là, nous, là, actuellement, là, la question là, du 72 sous du kilomètre passager, ces choses-là. Pour l'instant, on n'en est pas là. Vraiment, ce qu'on connaît actuellement, là, ce serait des coûts rattachés vraiment à l'utilisation de l'équipement métropolitain. Bon. Certains essaient de nous rassurer en nous disant « Ouais, mais là, on va élargir l'autoroute 10, donc l'accès pour se rendre à Brossard va être plus rapide. Il va y avoir une fréquence incroyable au niveau du REM, ce qui fait que peut-être qu'ultimement, les gens de Saint-Jean vont peut-être prendre leur bagnole, leur auto, se rendre aux S30 et de là prendre le REM jusqu'à Brossard, jusqu'au centre-ville. Peut-être pas demain matin, mais dans quelques années. Donc, est-ce que j'en déduis que le maintien de la 96, c'est à tout le moins à court terme la meilleure des solutions? Bien, pour répondre à la question du stationnement, ce que nous avons comme information, c'est que le stationnement va quand même être limité là, au REM. Là. Ouais. Parce que l'objectif du REM, c'est d'apporter des gens, si on veut, en transport en commun vers ce point de transfert-là. L'objectif, c'est pas que les gens prennent leur voiture et qu'ils se rendent au REM. Ou bien, au contraire, c'est vraiment que les gens utilisent le transport collectif pour se rendre, dans le fond, à ce mode de transport lourd là, qui apparaît dans la région de Montréal. Mais est-ce qu'on pourrait aussi, malgré le maintien de la 96, avoir quand même un autobus qui ferait la liaison entre Saint-Jean et le terminus du 10-30? Oui, c'est possible. C'est possible de mettre en place un système, si on veut, qui part de Saint-Jean. La loi nous le permet. Vous pourriez le faire. Oui, mais pour le moment, ce n'est pas dans les plans. Bien, écoutez, à court terme, nous, quand on regarde, là, comme je disais, si on veut, d'entrée de jeu, c'est qu'avec la volonté des gens de maintenir, si on veut, une efficience en transport, de garder des coûts bas. Ensuite de ça, le tronçon, c'est les mêmes origines-destinations. À court terme, dans le fond, pour nous, on ne voit pas l'urgence là, de dire on doit se rabattre au REM. Je crois que lorsqu'il y aura, dans le fond, un déploiement complet et total du REM, bien, on aura des nouvelles destinations, l'aéroport, entre autres choses, des trucs comme ça. Le premier, pas que je prends l'aéroport si souvent, mais je me dis, le problème, des fois, quand on va à Dorval, il faut toujours planifier l'heure du vol versus le trafic ou les travaux. Là. Exact. Ce qui, parfois, nous oblige de nous rendre beaucoup trop longtemps à l'avance à l'aéroport pour un vol, tout dépendamment de l'heure. Tu sais, je me dis, moi le premier, si un jour, je sais pas, mon fils vient me porter au 10-30 avec mes valises, je prends le REM puis je m'en vais à Dorval. Là, personnellement, je viens de faire un gain assez incroyable. Tout à fait. Au lieu de déranger tout le monde pour venir nous chercher à l'aéroport à minuit le soir, tu dis, si quelqu'un vient te chercher au 10-30, c'est pas mal moins pire d'aller te chercher à Dorval. Là. Ça, je trouve, moi, un avantage au REM. Mais je reviens encore à ça, puis pour moi-même avoir utilisé la 96. La 96, dans le fond, elle est victime de son succès. Parce que c'est un transport qui est efficient, qui est rapide, qui marche bien. Là. C'est un transport qui est apprécié par les Joannais et même, on voit que les villes là, qui sont aux abords de Saint-Jean, là, que les gens, dans le fond, viennent nous fréquenter au terminus de Saint-Jean. Mais actuellement, l'autobus 96, elle est quand même en partie dans le trafic pendant un certain bout du tronçon. L'autoroute 10? Effectivement, présentement, en direction de Montréal, c'est le cas. Là. Mais par contre, en direction, si on veut, de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une voie en accotement. La voie d'accotement qu'on peut utiliser. Une fois arrivé sur le pont Champlain, actuellement, la 96, elle est dans un corridor
réservée ou semi-réservée? C'est vraiment une voie réservée. Qui sera maintenue malgré l'arrivée du REM? En fait, les informations que nous avons, c'est que cette voie réservée-là devrait être maintenue jusqu'au printemps prochain. Parce qu'il y a une question là, d'effaçage, dans le fond, du marquage au sol. Cependant, nous, devant le fait que le REM, si on veut, est décalé, bien, on espère, là, surtout avec l'histoire du tunnel, là, que le ministère, dans le fond, aura peut-être là, à réflexion de dire est-ce qu'on peut maintenir le plus longtemps possible la voie réservée sur le pont Champlain, qui peut être une bonne mesure, si on veut, là, d'atténuation. Mais même un jour, si la voie n'est plus réservée sur le pont, est-ce que vous êtes quand même confiant que la 96 puisse arriver dans des délais raisonnables au mille de la Gauchetière? Oui, ça, nous avons fait, en fait, un exercice là, par rapport à cet élément-là. On s'est basé, dans le fond, sur des expériences que, des fois, la voie réservée, vous savez, elle est fermée là, en raison de conditions hivernales. Ponts, là, les comptes partent au vent. Exactement. Donc, on a pris, dans le fond, ces échantillonnages-là pour, dans le fond, se baser sur nos temps de transport et également en fonction des nouvelles configurations là, qu'on va retrouver là, suite aux configurations, dans le fond, qui arrivent avec le REM. Donc, on est assez confiant. On a été, dans le fond, donné un temps supplémentaire. Puis, malgré ce temps-là, on voit que le temps de transport, dans le fond, il est quand même assez similaire entre le REM et notre liaison qu'on a estimée vers Montréal. Ce qui est le gros avantage actuellement, puis ça, c'est un élément, je crois, que les gens nous en ont parlé, c'est la question du transfert. Vous l'avez nommé, si on veut, de dire, bon, bien, écoute, je prends l'autobus à Saint-Jean, je descends au REM, il faut que je fasse un transfert. Tu sais, il y a quand même un cheminement piéton à faire pour se rendre à la station. Donc, effectivement, ça fait partie, dans le fond, du temps de transport de l'usager. De rester dans l'autobus, de dire, j'ai pas à transférer et je me rends, dans le fond, à destination. Pour l'instant, les gens voient ça encore comme un gros avantage. Et je présume qu'il y a d'autres villes, peut-être plus éloignées, comme Bromont ou ailleurs, qui vont sûrement maintenir aussi le service d'autobus un certain temps. Là. Ça, je ne peux pas répondre. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas ces informations. J'ai hâte de voir à l'usure ce que ça va donner. Là. Je comprends qu'on nous promet là, des fréquences importantes au niveau du REM, mais je pense que l'humain étant l'humain, comme si on va en Floride, on essaie d'avoir un vol direct. Hein? C'est au plate de perdre du temps ailleurs. Là. Je comprends qu'on ne perd pas des heures à se transférer au 10-30, mais je comprends que ça fait partie de la préoccupation. Il y a combien de gens qui utilisent la 96 en ce moment? Écoutez, on est à peu près 3000 déplacements. Okay. Est-ce qu'on est revenu pas mal comme avant la pandémie? Non, je vous dirais qu'on est vraiment à 50 actuellement. Encore, oui? Oui, 50 Cependant, le réseau local, lui, est pratiquement revenu à 100 par rapport à 2019. Et le transport urbain, là? Oui, exactement. Ça, c'est revenu pas mal comme avant? Oui, effectivement. Donc, on voit vraiment un retour là, de la clientèle étudiante régulière. Vraiment, l'aspect télétravail. Puis ça, écoutez, là, la situation de la 96 qu'on connaît actuellement, c'est pas juste propre à Saint-Jean. C'est partout. Là. C'est ça partout dans le jamais fond comme Québec. Avant, avec le télétravail. Je serais étonné, moi, que ça revienne comme dans le temps. Là. Et c'est la question qu'on se pose. Puis je regarde, si on veut, mes collègues là, qui sont ailleurs. Là. Tout le monde actuellement se pose la question parce qu'on est sorti de la pandémie, dans le fond, au printemps. On a eu la période d'été. C'est sûr et certain que septembre, octobre, c'est quand même des chiffres assez révélateurs. Mais quel sera, si on veut, les coutumes, les pratiques qui vont être dans les industries, là, ça restera à voir. Là, j'imagine, dans le fond, que ça doit être tranquille les lundis, vendredis, puis plus occupé les mardis, jeudis. Vous avez tout à fait raison. Exactement. C'est ce que nos données nous démontrent. Stéphane Lefebvre, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on rencontre une athlète élite qui est devenue une maman d'athlète élite. La maman du hockeyeur Noah Warren, Magali Boutin, est avec nous. Et de 3 autres enfants qui pratiquent le sport aussi. Ne manquez pas ça. Une entreprise de la région a obtenu tout récemment un contrat très, très, très important, voire historique. Ce n'est pas tous les jours qu'une usine de la région obtient un contrat de 3,7
milliards de dollars sur une période de 20 ans. C'est une entreprise que vous connaissez peut-être déjà sur Grand-Bernier, non loin de Pierre-Caisse, Logistique Unicorp, où on y fait bien sûr des uniformes. C'est pas la première fois qu'on parle de cette entreprise-là ici à la télé ou dans les médias en général. Mais là, évidemment, la ministre de la Défense est venue elle-même en faire l'annonce officiellement. Bref, on en discute avec Karine Bibeau, qui est vice-présidente chez Logistique Unicorp. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et félicitations aussi. Ah, merci. C'est pas seulement une félicitation pour l'équipe, vraiment une équipe merveilleuse à Logistique. Fait que on est très, très fiers. Un contrat comme celui-ci avec le gouvernement fédéral, on travaille là-dessus pendant combien de temps avant de sceller l'entente? Bon, il y a deux choses. La première, c'est que la première lettre d'intention sur ce contrat-là est sortie en 2013. Donc, et l'appel d'offres officiellement en août 2019. Donc, vous pouvez voir que c'est un processus assez exhaustif et pour déterminer la meilleure valeur pour le Canada. Ça demande beaucoup de patience. Oui, mais on comprend qu'il faut qu'il soit... c'est quand même 20 ans, c'est 1200 articles, c'est 160 000 personnes en uniforme. Ouais. Donc, c'est tout à fait compréhensible qu'ils prennent ce processus-là. De ce que je comprends des propos de la ministre, le gouvernement fédéral, dans le passé, le ministère de la Défense nationale, avait plusieurs fournisseurs. Ma compréhension, c'est que le fédéral souhaite maintenant n'avoir qu'un seul fournisseur pour des raisons de commodité, de facilité. Est-ce que c'est ça qui est l'élément... pas déclencheur, mais l'élément principal du choix du gouvernement de faire affaire avec vous? Oui, bien, c'est pas la première fois qu'ils font une gestion de programme intégré. Nous, on a cette relation-là avec les défenses depuis 1996 pour tout ce qui est non opérationnel. Et donc, ils ont vu le succès de, justement, un programme intégré et ils l'ont fait pour les vêtements opérationnels, qui simplifie la tâche, justement, parce que nous, on va être un intégrateur, on va travailler avec tous les fournisseurs, on va amener de la recherche et développement, l'innovation sur une période de 20 ans. Faisons un peu d'historique. L'entreprise existe depuis combien de temps et elle est établie ici à Saint-Jean depuis combien de temps? Donc, la compagnie a été fondée en 1993 et vraiment pour la gestion de programmes d'uniformes. Ça a été toujours notre niche. Et on a construit notre édifice, qui est un édifice Lead Art à Saint-Jean à partir de 2005, puis on a officiellement été établi en 2006. Mais vous êtes présent ailleurs aussi. Oui, on est à travers le monde. On a des opérations en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vietnam, en Tunisie, en Allemagne. Donc, vraiment, c'est un processus, un concept qu'on a exporté. Donc, c'est vraiment une belle histoire où une idée qui est arrivée par notre président fondateur, Louis Bibeau, qui est fondé ici au Québec, qui est maintenant exporté à travers le monde, puis on habille plus de 600 000 personnes à travers le monde. Bon, et vous l'avez dit, c'est une entreprise, donc, de souche familiale. Absolument. C'est pas rien. Vous n'êtes pas à la bourse? Non, c'est une compagnie privée. Compagnie privée, donc, et c'est encore la famille qui est impliquée dans la compagnie. Absolument. Notre président fondateur est encore président-directeur général et amène cette idée-là, cette vision et cette audace de grandir à travers le monde. Bon, vous y avez fait référence. Donc, ce n'est pas votre premier partenariat avec la Défense nationale canadienne. Sauf que là, c'est un tout. Là, on parle de tenues de combat, de camouflage, les bottes, les gants, les écussons, les combines, des sacs à dos, des sacs de couchage. C'est tout, là. C'est absolument tout. Ce qui a rapport avec des vêtements personnels pour les militaires. Donc, tout ce qu'un militaire a besoin pour faire des missions, un déploiement, le jour à jour. Bon, autre donne intéressante, et je vais vous entendre là-dessus, on dit que 96 de la fabrication canadienne? Oui, dans le contexte de tous les contrats actuels qu'on a avec la Défense nationale, 96 est fait au Canada. Donc, vos approvisionnements se font ici, là? Absolument. Donc, on travaille avec un réseau de plus de 450 fournisseurs, donc de la matière première, les composantes et les produits finis. C'est une belle histoire. Justement, ce contrat-là de 20 ans va supporter l'industrie à long terme. Bon, parce qu'on dit que cette entente vient assurer un peu donc, le maintien de 3 000 emplois un peu partout donc, dans le pays, dans le domaine du textile, mais uniquement ici à Saint-Jean, c'est quoi, 300 emplois? Notre siège social a 300 employés. Puis on a quelques fournisseurs de la région, mais je n'ai pas les chiffres. Ouais. Mais oui, ça maintient plus de 3 000 emplois à travers le Canada. Et ici même, à l'usine de Saint-Jean, sur le Grand-Bernier, qu'est-ce qu'on y retrouve spécifiquement dans cette usine-là? Dans cette usine-là, comme on dit, on fait la gestion complète. Donc, on fait la recherche et développement des textiles, on a un laboratoire textile, on a le design des vêtements, on fait la recherche et développement
On fait le service à clientèle, toute la gestion des comptes, l'entreposage, la gestion des inventaires, la distribution. Et on a une petite usine, justement, pour faire tous les prototypes, par exemple. Est-ce que ce nouveau contrat-là va faire en sorte que vous allez avoir des besoins de main-d'œuvre additionnels? Allez-vous avoir besoin d'ouvrir de nouveaux postes? Bien, c'est un contrat qui est tout récemment octroyé et il y a une période de transition dans la première année pour nous pouvoir évaluer les besoins de la Défense nationale et comment on peut combler les besoins. C'est sûr qu'il est trop tôt de dire quel poste qu'on ouvrait, mais... Ouais. Mais il pourrait avoir des possibilités d'ajout. Oui. Bon, puis sous question, parce que à chaque fois que j'ai des gens d'affaires devant moi, je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Pénurie de main-d'œuvre, comment ça se passe chez vous? Je pense que la pénurie, c'est une problématique à travers toutes les industries. Ouais. Et l'important pour une compagnie, c'est d'être attrayant et de vraiment d'engager les employés. Et donc, c'est un travail main-d'œuvre très fort. Excusez-moi, c'est un travail de jour à jour. Vous savez, nous, ce qu'on fait, c'est de rendre l'entreprise innovante, qu'on change. On est entreprise en santé depuis 2016. On a un édifice LEED-Or qui est des valeurs, justement, qui est importante pour la prochaine génération. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus attractif qu'une autre entreprise? Bon, le salaire, oui, mais les conditions, les heures, les assurances, les fonds de pension, je ne sais trop. Qu'est-ce qui fait que vous êtes attractif? Je pense que c'est toujours refuser d'avoir le statu quo, de toujours innover, de penser différemment dans le futur. Donc, justement, une compagnie qui est en croissance, qui a une, justement, pérennité pendant une vingtaine d'années, c'est attrayant. Puis, il faut être à l'écoute des employés. C'est notre plus grande richesse, les ressources humaines. Justement, qu'est-ce que les employés de la prochaine génération ont besoin? Bon, qu'est-ce qui fait que les Premières Nations sont aussi impliquées directement ou indirectement dans cette entente-là? Les Premières Nations, d'engager les Premières Nations, c'est une grande priorité gouvernementale du gouvernement du Canada. Donc, justement, dans cet appel d'offres, ils avaient beaucoup de... C'est quoi votre plan? Comment pouvoir intégrer les Premières Nations? Et nous, on a amené des idées, justement, de travailler à différents niveaux. On a plusieurs projets qu'on va mettre en place pour engager les Premières Nations dans l'approvisionnement, dans les services, dans les matières, comment d'utiliser les belles richesses qu'on a. Ça veut dire, dans le fond, que le gouvernement fédéral, de par ses besoins, dit aux entreprises, écoutez, si vous voulez faire affaire avec nous, faites-nous la démonstration que vous faites une place aux Premières Nations. C'est un peu ce qu'on vous dit, là. Absolument. Je crois que c'est une priorité importante et je crois que c'est quelque chose que le gouvernement a mis en place et que les entreprises doivent être à l'écoute et de proposer des belles solutions. Là, ces dernières années, parce que vous n'êtes pas nouveau dans les uniformes militaires non plus. Bon, Australie, Nouvelle-Zélande, mais même au niveau de Post-Canada, on n'est pas dans le militaire, on est dans d'autres choses. Donc, votre éventail est assez large, là. Il y a le militaire, mais il y a autre chose que le militaire aussi. Absolument. On a plus de 7500 différents articles dans notre gamme, puis on exclut tout ce qui est de ce nouveau contrat-là, qui est 1200 articles. On habille plus de 320 000 Canadiens, donc au Canada, mais 600 000 à travers le monde. Donc oui, c'est notre spécialité et on a justement vraiment les contrats à l'écoute et on grandit et on évolue avec les clients pour amener des nouvelles innovations, des nouveaux articles, des nouveaux processus. Bon, parlez-moi de la visite de la ministre de la Défense. Bon, évidemment, ce n'est pas tous les jours que la ministre ou le ministre se déplace pour ce genre d'annonce. Elle a décidé de le faire, donc elle jugeait que c'était important à ses yeux. Vous avez eu probablement l'occasion d'échanger avec elle. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre-là? Parce qu'entre le fait de signer les papiers et de voir la personne être dans notre usine, dans notre environnement, se déplacer, commentaires, questions, je ne sais pas, qu'est-ce que vous retenez de ça? La ministre était extrêmement intéressée aux nouvelles innovations. On avait justement notre gamme Arise, qui est toute l'extrême froid, qui va être testée dans l'article bientôt. Donc, elle posait beaucoup de questions sur les matières, sur l'innovation qu'on a amenée. On a aussi montré des textiles éco-responsables qu'on travaille fort à intégrer. Donc, je crois que c'est une ministre qui veut une compagnie qui amène de l'innovation et des changements. Et je pense qu'elle était très, très heureuse de sa visite. Ouais. Je fais une petite parenthèse parce que parfois, quand on regarde les Jeux olympiques, parfois, il y a des reproches qui sont faits parce que les habits de nos Canadiens ne viennent pas d'ici. Bon, je pense qu'effectivement, dans le cas de l'armée canadienne, ça aurait été un peu troublant de savoir que nos habits sont faits ailleurs dans le monde. Mais c'est important de savoir aussi qu'on a des entreprises qui peuvent répondre à la demande. Ça, c'est l'autre chose aussi, parce qu'on peut avoir un besoin, mais si on n'a pas d'entreprise pour nous rendre le service, on est un peu cuit, là. Oui, et je dois donner une belle fleur à la Défense nationale parce que la Défense nationale a toujours soutenu l'industrie canadienne du textile et du vêtement.
toujours demandé d'avoir des vêtements canadiens, des textiles canadiens, ce qui a soutenu l'industrie à travers plusieurs décennies, qui a amené de l'innovation. Donc, vraiment, c'est l'effort du gouvernement de pouvoir avoir cette industrie-là qui est florissante dans des vêtements techniques, dans des textiles techniques qu'on voit moins dans les magasins, mais qu'on voit définitivement dans l'uniforme. En même temps, il y a un lien, puis il n'y a pas de lien direct, mais bon, on est dans une ville garnison, collège militaire, on a des entreprises comme Rheinmetall ou même Cambly, qui est dans un secteur apparenté à la sécurité. Mais bref, est-ce que ça a fait partie des, comment je dirais, des considérants de logistique de s'installer à Saint-Jean? Il y a le positionnement géographique, probablement, mais aussi le fait qu'on est une ville à thème militaire, si je puis dire. Ça a été définitivement quelque chose qu'on a regardé, d'être près de nos clients. La plus grande base militaire de recrues est à Saint-Jean. Mais également, je crois que quand on a commencé à faire ces démarches-là, la ville de Saint-Jean a été vraiment un excellent partenaire de nous montrer les différents endroits qu'on aurait pu s'installer. Donc, on a trouvé que c'était la meilleure valeur d'ici à Saint-Jean, puis on est extrêmement content d'être ici, puis d'avoir des Joannais dans nos employés avec nous. Dernière question, dernier sujet très rapidement, parce que tout juste avant l'annonce de ce contrat-là aussi, on voyait dans l'actualité que vous avez obtenu une subvention de 700 000 $ pour un projet d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est au juste? L'intelligence artificielle, bien, on travaille depuis 2018 sur l'intelligence artificielle, c'est d'analyser les données, puis comment est-ce qu'on peut... avec l'intelligence artificielle, faire des meilleurs choix, optimiser, par exemple, nos livraisons, optimiser nos achats, comprendre la demande. Donc là, c'est vraiment un projet pour la logistique. Par exemple, comment on peut planifier mieux les besoins avec les 29 ans d'historique qu'on a dans nos systèmes. Un des exemples, par exemple, qu'on a fait avec l'intelligence artificielle, c'est comment on peut mieux livrer, optimiser nos livraisons. Et on a été capable, pour un contrat seulement, de sauver 18 000 expéditions en repensant, avec l'intelligence artificielle, être plus optimale. C'est des bonnes nouvelles. Là, avez-vous de la place pour d'autres contrats ou si là, vous êtes pas mal à côté, là, si on veut, là? On est toujours prêt à travailler avec des clients. On est toujours prêt à prendre expansion. Oui, on est ouvert, nos bras grands ouverts, mais c'est toujours des processus compétitifs, bien sûr. Karine Bibeau, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Prochaine collecte de sang sur le territoire, région de Saint-Alexandre, organisée par la municipalité. C'est le mardi 29 novembre. Évidemment, avec Héma-Québec depuis la pandémie, on doit bien sûr s'inscrire à l'avance. À demain. Bye-bye.